Ils nous ont torpillés. Faut Ouais. dire les termes. Ils nous ont torpillés. C'est sûr. On a pris la pluie. Il n'y a pas de débat. On a pris la pluie. Ouais, il n'y a pas de débat. Bonjour à tous les amis. On se retrouve sur une nouvelle chaîne YouTube, Los Madridistas. On est en compagnie de Titi. Comment tu vas, Titi? Ça va et toi? Écoute, tranquillement. On est là pour parler de football aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a un choc européen qui va arriver très bientôt. Real Madrid-Manchester City. La plus grande confrontation européenne, j'ai envie de dire, depuis quelques saisons. Ouais, ça va. On va donc essayer d'en parler un petit peu, de répondre à quelques questions. Comme vous le savez, c'est pas un match qui est comme les autres. C'est sûrement un match qui jouera beaucoup dans la saison européenne des deux clubs. On sait que le Real est ancien champion en titre. On sait que City est champion en titre. Donc on a vraiment les deux meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent directement. Tout d'abord, on va prendre la température. Toi, Titi, Ouais. comment tu te sens vis-à-vis de ce match-là? Est-ce que t'es plutôt hypé, t'es plutôt stressé? Comment tu te sens pour l'instant? Je suis impatient. Je suis clairement impatient parce que on a une revanche à prendre. Même s'il faut pas penser comme ça, mais je suis impatient parce que c'est quand même l'une des plus grandes équipes en Ligue des Champions, qui est le Real Madrid, qui est la plus grande, j'ai envie de dire, et l'une des, peut-être à l'avenir, une des équipes qui va en prendre aussi des Ligues des Champions. Donc ouais, je suis impatient de ouf. C'est sûr que quand on regarde City depuis quelques saisons, on a vraiment un empire européen qui est en train de se créer, une équipe qui est de plus en plus régulière, qui est toujours dans les dernières rencontres de cette compétition-là, qui a un objectif qui est simple depuis quelques saisons, c'est à savoir la victoire. La saison dernière, City a été tout simplement injouable durant les dernières rencontres, avec notamment face au Bayern une première humiliation en quart de finale, face au Real justement au match retour, pareil, une nouvelle... ça fait mal de le dire, mais On a pris une fessée, frère, on a pris une fessée. un nouveau gros match de la part des Citizens. Même si en finale c'était plus compliqué, on peut clairement dire que la saison dernière, les plus forts c'était eux. Ouais. Donc je pense que le Real a une revanche à prendre, même si tu l'as dit, il faut pas forcément se conditionner par rapport à ça. Mais on est le Real Madrid, on a des obligations. Notre obligation, c'est être la meilleure équipe d'Europe. Et donc, se rattraper, c'est ça. Faut y aller. Bon, on en a un petit peu parlé rapidement, mais c'est vrai que c'est une affiche qui est tout simplement tout en haut des matchs européens. Le Real devra donc forcément être prêt. Mais est-ce que le Real est prêt aujourd'hui à recevoir Manchester City au Santiago Bernabéu ce mardi 9 avril? Waouh, franchement, est-ce que le Real est prêt? Bah, si on n'est pas prêt là maintenant, on le sera jamais en fait. Je pense qu'on le sera jamais parce que quand tu revois bien tout ce qui se passe, c'est-à-dire que le Real Madrid à l'heure actuelle en championnat a une seule défaite avec très peu de matchs nuls, voire que des victoires. Tu t'es fait sortir par l'Atlético en coupe, mais ce que je veux dire, tout le long de la saison, le Real Madrid est hyper régulier, malgré avec tous les problèmes qu'on a pu avoir, hein, type ligament croisé de Militao, de Courtois, d'Alaba. Tu as le retour là depuis quelques jours de Militao. Tu as eu Vinicius absent pendant 3 mois, mais malgré ça, tu as pu gagner parce que tu as un grand Jude Bellingham. On en parlera c'est sûr. Je pense qu'on est obligé d'en parler. Mais je me dis que si là le Real n'est pas prêt, et on le sera jamais, alors peut-être que l'année prochaine avec des transferts, en particulier un qui selon moi va être énorme. Vous savez de qui on parle. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là actuellement, je pense que réellement le Real Madrid est prêt. Surtout que là, on a une semaine de repos. Et c'est pas négligeable quand tu vois ton concurrent, il va enchaîner encore 2 matchs. Donc je me dis que ouais. C'est vrai que Titi vient de mentionner quelque chose d'assez important, c'est que là, le Real a joué contre l'Athletic Bilbao du coup au Bernabéu ce dimanche, et pendant quasiment 10 jours, le Real n'a pas de match. Ça, c'est un facteur qui est selon moi assez important, dans le sens où le Real peut travailler entre guillemets justement, peut s'ajuster, peut essayer justement de creuser un peu plus sur le système de Manchester City. Quand City justement, qui en plus son championnat n'est pas forcément très serein, on l'a encore vu ce week-end avec un match nul contre Arsenal, City n'est pas serein en championnat, il n'est pas encore sûr de gagner la première ligue, donc doit encore un petit peu charbonner entre guillemets en première ligue, à 2 matchs il me semble, donc ça va pas être simple pour les Citizens de se préparer pour un match aussi important. C'est sûr que quand tu joues le Real Madrid, il faut forcément être à 100%. Pareil que quand tu joues Manchester City, forcément c'est un match où tu veux être prêt, où physiquement tu dois être là-dedans. Clairement, ouais. Donc voilà, puis on parlait du fait d'être prêt. C'est vrai que si on n'est pas maintenant, je vois pas comment on peut être plus cette saison. Le Real est sur 13 matchs consécutifs sans défaite.
Le Real a perdu 2 fois cette saison, 2 fois contre l'Atlético, dans un match de Copa où le Real était clairement émoussé de la Supercoupe d'Espagne, et dans un premier match où Carlo Ancelotti a tenté les choses tactiquement, mais où on a vu que ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Donc on voit qu'on a un Real qui est vraiment très solide. On a encore vu, on a pu le voir en Liga contre le Barça, contre Girona, même contre Leipzig où le Real a vraiment pas fait une très bonne performance. Le Real s'en sort quand même. Ouais, clairement, ouais. Plus ou moins on n'encaisse sereinement. Pas beaucoup de buts, hein. Et puis surtout, même avec toutes les attentes qu'on a pu citer, Alaba, Courtois, Militao, qui donc justement on va revenir de blessure. Le Real prend très peu de buts. Andriy Lunin fait parfaitement intérim. On peut dire qu'il est vraiment installé comme un gardien de niveau Real Madrid, de niveau européen, et il arrive à faire ses arrêts, à sortir les ballons quand il faut, même à avoir des relances au pied qui sont plus ou moins très propres. Très fort. Ce qui fait beaucoup de bien au Real Madrid. Ouais, clairement. Ouais. Donc, si on n'est pas prêt maintenant, je vois pas comment on peut l'être plus. Prêt, bah oui, clairement, je sais pas. C'est sûr qu'offensivement, il y a des moments où on peut avoir des petites, entre guillemets, des moments trous, hein. Des petites coupures, mais tu regardes, par exemple, le match contre Girona, le festival que propose le Real Madrid, quand on est comme ça, on peut embêter beaucoup de monde. Et moi je pense que si on joue comme ça, on pourra poser beaucoup de problèmes à Manchester City, c'est une évidence. Et pour finir sur la question qu'on se pose si le Real est prêt, c'est que Manchester City a des blessés. C'est sûr. On l'a vu, Ederson est pas très bien physiquement, il va essayer de revenir, mais je pense qu'il devrait être là. Idem pour Kyle Walker, qui justement, à force de courir après Vinicius face au Brésil, a eu un petit peu de mal à se remettre. On espère qu'il sera prêt, mais ouais, c'est chaud. Ce sera pas pareil. Stones, qui a été dans le groupe, il me semble, contre les Gunners, mais j'ai l'impression que c'est du bullshit. Hein. Je pense que, ça on connaît Guardiola, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien justement un petit peu essayer de perturber les équipes adverses avant les matchs. Clairement, il essaie un petit peu de faire de ça. On sait que De Bruyne a eu des problèmes physiques et qu'il est pas toujours à 100%. Même s'il est évidemment très bon, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde depuis X temps. C'est une référence, Kevin De Bruyne au poste de milieu de terrain, il n'y a pas à chipoter. Mais on n'a pas non plus un Manchester City qui est totalement hermétique. Est-ce qu'ils sont moins forts ? Pas forcément, mais en tout cas ils sont pas au top de leur préparation, et c'est pas un moment où ils font peur tant que ça au Real Madrid, je pense. C'est vrai, moi je suis totalement d'accord. Donc ouais, pour moi ouais. On en a parlé en introduction aussi, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les dernières confrontations auront un rôle majeur sur ce match-là ? On sait que la saison dernière, le match retour a été assez compliqué à l'Etihad. Je parlerai pas du score, c'est un sujet encore qui est un petit peu compliqué et qui reste encore un petit peu ici. J'ai du mal, j'ai pas. Mais si tu veux, on peut parler quand même de Rodrigo, ce qu'il nous a fait il y a 2 ans, où c'était quand même plus positif pour le Real. Non mais, moi j'ai une question pour toi, Titi, c'est est-ce que tu penses que ce 4-0 en particulier aura un aspect mental, et est-ce que tu penses que ça peut affecter les joueurs, justement les booster, est-ce que ça peut leur offrir un petit peu de crainte justement vis-à-vis, ou un surplus de confiance ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu penses que ces confrontations justement ont un impact important sur ce match-là ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Dans le sens où, oui, parce que tu as quand même pris une fessée 4-0, et une bonne fessée de la bonne manière, tu vois. Il y a vraiment, ils nous ont torpillés. Faut dire les termes, ils nous ont torpillés. C'est sûr, on a pris la pluie. Il n'y a pas de débat. On a pris la pluie. Ouais, il n'y a pas de débat. Et je pense que ça va quand même rester dans la tête des joueurs, dans le sens où le match retour se joue chez eux, à City, à l'Etihad. Et c'est là où, pour moi, ça aura un impact, tu vois. Mais par contre, là où je pense que ça peut être contradictoire, dans le sens où ça n'aura pas d'impact, je pense qu'ils vont vouloir faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière, ce qu'ils ont proposé. Quand tu prends le cas Rudiger, qui avait joué le match aller, qui avait fait un match excellent et qui beaucoup de mal à Haaland. Et que le match retour justement, il n'a pas joué, et on a eu des échos que comme quoi il l'avait ici. Je peux le comprendre que là ils se disent là ils vont pas me la faire celle-ci. Ce match-là il est pour moi. Tu as aussi un joueur comme Fernand Mendy qui n'était pas là. Et qui, je pense que là, ça va être autre chose. Parce que aussi, il faut se dire, il y a tous ces petits détails-là, ça peut être des petits détails-là, mais c'est souvent les détails qui font la différence. Par A plus B, forcément, et puis tu viens de le dire, dans des matchs aussi importants, bien sûr, c'est les micro-actions, les micro-détails qui font se décider le match. Ouais. Et puis, à un moment, les matchs de très haut niveau, ça se joue sur des moments très précis. Très précis, extrêmement précis. Et quand tu sais que, voilà, le match Angleterre-Brésil, quand tu as vu Vinicius, comment il a torpillé Walker. Alors, si Walker est de retour, alors,
il n'y a pas de problème, il y aura un duel. Mais Vinicius, il a passé encore un step au-dessus, je trouve. Dans sa palette. Ouais, de ouf. Il a élargi sa palette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Bah oui. Aujourd'hui, Vinicius, il est capable de dribbler, de temporiser, de passer, de frapper. Il a une palette qui est tellement complète aujourd'hui que c'est un joueur qui est tout simplement, sur 90 minutes, indéfendable. Aujourd'hui, Vinicius, sur 90 minutes, tu peux pas l'arrêter tout le match. Il y a forcément une fois où il se fera la malle, où il fera la différence par un dribble, par une frappe, par une passe, une inspiration. Et justement, c'est là où le Real devrait être fort, c'est que quand Vinicius remportera ses duels ou quand n'importe quel joueur gagnera ses duels, il faudrait être clutch, marquer ses occasions et prendre l'avantage par rapport à City. Et il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Bellingham. Bellingham, c'est vraiment, je pense, ce qui manquait au Real Madrid au milieu de terrain, surtout l'année dernière. Surtout que quand tu vois que tu avais les Kroos, Modric fatigués, vieillissants, et que là, tu as Tchouaméni, Kroos toujours qui est super en forme, Camavinga, Valverde, Bellingham, je pense qu'ils auront à cœur de faire beaucoup mieux de ce qu'ils ont pu faire, excusez-moi, au match de l'année dernière. Et je pense que pour moi, c'est pour ça que ça rapporte un peu, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué le match l'année dernière. Hein. C'est sûr. Puis moi, par rapport à ça, je pense que même ça peut booster le Real Madrid. Dans le sens où, c'est sûr qu'au match retour, évidemment, on a un score qui est très défavorable au Real. Maintenant, quand tu regardes au match aller, le Real avait fait une très très belle rencontre. Ouais, le Real avait été dedans. Le Real aurait même, selon moi, pu s'imposer. Ouais, clairement. Puisque bon, pour ceux qui se souviennent, le premier but de City est pour le moins litigieux. Après, c'est le foot, des erreurs d'arbitrage, on peut en avoir, c'est pas grave. Mais ça montre que le Real est capable de rivaliser avec cette équipe-là, que le Real est capable de faire mal à Manchester City. Et puis honnêtement, le Real est au moins meilleur, enfin, au moins au même niveau, mais sûrement meilleur que la saison dernière pour moi. City semble être au même niveau, ou peut-être un peu plus fort, mais en tout cas, il n'y a pas un écart. L'effectif est peut-être plus mûr, mais dans le niveau en tant que tel, on n'a pas forcément une grande différence qui se fait sentir. Pour moi, le Real a totalement ses cartes. Donc, ça va sur la question d'après, c'est est-ce que le match va se jouer au match aller. Tu as parlé tout à l'heure du fait que le Real a pris entre guillemets un score à l'Etihad. Le match retour se déroule à l'Etihad. Est-ce que tu penses que ça va beaucoup jouer dans la tête du Real? Imaginons que si on a un score nul au match aller, est-ce que tu penses que le Real aura un petit peu ces fantômes-là du match retour de l'Etihad de l'année dernière? Je pense que indirectement oui, parce que malheureusement ce sont des êtres humains. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voudront pas faire mieux par rapport au match retour de l'année dernière, mais je pense quand même que ça laisse des séquelles et ils auront à cœur de faire beaucoup mieux. Parce que pour eux ce n'était pas normal et de ce qu'on a entendu, Pérez n'était pas content. Tu veux même le dire, c'est vrai que la saison dernière Florentino Pérez était assez énervé entre guillemets de la double confrontation du club, même si bien sûr c'était le match retour qui ressortait. On se souvient que 2-3 jours après le match retour, il y avait une réunion entre guillemets avec tout le conseil d'administration qui avait pu être faite justement où plusieurs questions étaient posé sur la table, à savoir est-ce qu'on garde les mêmes hommes, est-ce que les joueurs entre guillemets un peu plus vieillissants, du type Kroos, Modric, est-ce qu'on les conserve, est-ce que Carlo Ancelotti, on lui redonne une saison justement à la tête du club. Finalement les mêmes hommes ont été reconduits, Florentino Pérez a décidé de garder sa confiance en ces hommes forts depuis quelques saisons. Je pense qu'il clairement aujourd'hui il y a une forte volonté du club de prendre sa revanche et de montrer que le Real Madrid, tu peux les battre une fois mais tu les battras pas deux fois tout de suite. Clairement, et il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire du football qui ont réussi à battre autant de fois le Real Madrid. Il y a Lyon à l'époque, c'est pas pareil. J'avais la haine, mais ce que je veux dire c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'était pas un Real Madrid qui était aussi flambant aussi puissant entre guillemets qu'il ne peut l'être depuis 10 ans. C'était un Real Madrid un petit peu en reconstruction. Et surtout, c'était pas un Madrid équilibré du tout, quoi. Clairement, c'était plus des stars à gogo, du jeu offensif avec une stabilité défensive qui était assez incomplète, voire médiocre. On sait que le départ de Makelele avait fait beaucoup de mal à l'époque, et forcément, en ces années-là, tu le voyais que défensivement, c'était pas autoroute, mais c'était pas lent. Franchement, non, c'est vrai. Donc voilà. Bon, on va parler un petit peu plus tactique, un peu plus rentre-dedans dans le match. Quel qu'on peut aligner? Est-ce que Carlo Ancelotti doit faire des choix forts aujourd'hui? Est-ce qu'il doit faire confiance aux mêmes hommes que depuis le début de saison? Tout d'abord, on va parler des absents. 3 joueurs actuellement sont absents. 2, pardon, excusez-moi, parce que Militao est revenu de blessure. Et on va pas s'en plaindre, bien évidemment. Clairement.
Thibaut Courtois, lui, qui après être revenu des croisés, s'est fissuré le ménisque droit. Il sera bien évidemment absent pour ce match-là. J'ai envie de dire confiance à Lonine. Ouais, pas de non, souci. là, franchement, Il n'y a pas de souci. on peut rien dire. Il n'y a pas de souci. Et puis David Alaba qui lui aussi s'est fait les croisés et qui manquera le match. Toi Titi, si tu étais à la place de Carlo Ancelotti, quel compo tu alignerais pour ce match-là et dans quel système tu voudrais évoluer? Bah, le système, déjà, je partirais toujours sur le 4-4-2 de base qu'on a vraiment mis en avant depuis le début de saison. Et je dirais que déjà je partirais sur une ligne défensive que je pense que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est cette ligne défensive là où je me dis je partirais sur Lounine, Bien sûr. Ferland Mendy, À gauche. et là il y a un hic. Tchouaméni ou Nacho. Moi par rapport à la forme du moment et la confiance que je vois de Tchouaméni et des prestations qu'il a pu faire en tant que en tant que défenseur central, excuse-moi, c'est que moi je l'aurais mis à côté de Rudiger du coup, et arrière droit forcément Carvajal qui Bien sûr. est selon moi actuellement le meilleur arrière droit Ouais, je suis depuis d'accord. le début. Je suis d'accord avec toi. Et du coup vu que tu mets Tchouaméni dans l'axe de la défense, je mets en 6 Kamavinga, à ses côtés forcément Valverde, Toni Kroos, parce que Toni Kroos franchement pour calmer le jeu, Pour gérer la rencontre. pour gérer la rencontre, je pense que c'est le meilleur. C'est ce qu'il faut. C'est ce Franchement, qu'il faut. tu mets Bellingham. Bien sûr. Maintenant, devant, il y a Vinicius et là, il y a un hic. Et là, écoutez-le, les amis. Écoutez-le parce que là, faut ouvrir ses oreilles. Ouais, là, il y a un Écoutez hic. Titi. Alors, moi, il faut savoir que les gens qui me connaissent dans la commu savent que moi, je milite depuis le début de saison pour Brahim Diaz. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Brahim Diaz, je l'ai vu au Milan et je sais ce qu'il est capable de faire. Et je savais qu'à Madrid, il allait faire quelque chose de vraiment bien par rapport à son potentiel. Il l'a prouvé depuis le début de saison. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Soit par le but, soit par la passe. Maintenant, tu as un joueur comme Rossellou que j'ai appris à apprécier et qui est vraiment fort dans son registre. C'est-à-dire, tu lui mets des centres, il va te chercher les ballons de la tête. Le mec te met des buts, tu te dis, mais il a quoi? Il a plus de 10 buts. Il a 13 buts, il me Il semble. a 13 buts et c'est un backup. Et on va pas se mentir, il a pas 1 milliard de temps de jeu, tu vois. Et vraiment, avec ce qu'on lui donne, il est hyper décisif. Maintenant, par rapport au point faible de City que moi j'ai remarqué depuis le début de saison, et même contre nous, c'est que City, c'est une équipe qui prend pas mal de buts de la tête, et en tout cas, dans les duels aériens, ce ne sont pas les meilleurs. Et pourtant, ils ont des joueurs assez grands de taille, mais les duels, ils les gagnent pas. Déjà sur ce point-là. Ensuite, c'est là où je dis, bon, moi j'ai une préférence, ça serait Rossellou, même si dans un sens j'aurais préféré Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz, lui, il touche le ballon, il t'élimine 1, 2, 3 joueurs, il est fort, pied gauche, pied droit, peu importe où tu vas le mettre, il va faire la différence. Il fera le taf. C'est un genre de, je mets bien des guillemets, c'est un genre de Messi. Il a un peu ce profil-là, Messi, petit pas, tu sais, une conduite de balle serrée, voilà. oui, je suis d'accord. Voilà. Enfin, Maintenant, quand tu regardes les points faibles de City, je jouerais plutôt avec un Rossellou. Parce que déjà, premièrement, on a besoin de présence dans la surface. Quand tu as de la présence dans la surface, bah forcément c'est beaucoup mieux. Et nous, par moment, on n'a pas de présence dans la surface. C'est l'un des plus gros points faibles du Real Madrid. Ensuite, sur les centres, tu as besoin de centrer. Tu as besoin de centrer. Et là, lui, vu que c'est un joueur fort de la tête, crois-moi qu'il va aller gagner les duels de la tête. Parce que ce qui est impressionnant chez ce mec-là, c'est que même quand il ne marque pas de la tête, il gagne tout le temps ses duels de la tête. Et en fait, instinctivement, quand tu es défenseur et que à ton adversaire, il gagne tout le temps les duels de la tête, bah toi, tu as le réflexe de quoi? À chaque fois que potentiellement l'adversaire va centrer, bah toi, tu vas te concentrer sur ce joueur-là. C'est sûr, ça crée des espaces. Voilà, ça crée des espaces. Et automatiquement, comme tu viens de le dire, ça va créer des espaces. Et la défense de City, instinctivement, sans vouloir le faire exprès, ils vont reculer en fait. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'il va avoir des ballons, il peut marquer. Il peut marquer. Ouais. Il peut marquer et là, tout de suite, ça crée des brèches. Et donc, même vu que la défense de City recule, bah toi, ton équipe a fait quoi? Elle avance et elle commence à étouffer l'adversaire. Et c'est ça en fait le truc. Et c'est là où tu vois que, par exemple, le match de l'année dernière de Rudiger face à Haaland, c'était énorme. Parce qu'en fait, au lieu que le Real recule et que Haaland il nous étouffe parce que et en fait c'est lui qui l'a poussé en fait de l'autre côté, il l'a torturé et ça a été décisif et c'est ça en fait, tu vois pas, et c'est pour ça que moi je mettrais Rossellou. Alors effectivement il y a des arguments que toi je sais que tu as qui sont vraiment bons à prendre parce que c'est factuel, c'est vrai ce que tu vas dire.
Mais malheureusement, je pense qu'on sous-estime énormément Rossellou. Alors, moi, je vais commencer par ma compo, après je parlerai de l'attaque et je répondrai par rapport à Rossellou. Bon, bien sûr, dans les buts, Lounine, pour moi, il n'y a pas de débat, il est installé en tant que numéro 1 depuis quasiment 3-4 mois. Bien sûr, il n'y a pas de débat. Défense, Mendy, Rudiger, Carvajal à droite. En défense, je te suis. Pour moi, c'est Tchouaméni qu'il faut mettre à ce poste-là. Nacho est plus ou moins friable depuis quelques temps et je pense que le mettre, ce serait un petit peu risqué. On sait qu'il y a des joueurs qui sont très complets, très techniques. Et du coup, tu prendrais pas le risque de mettre Militao? J'y ai pensé. Le truc, c'est que Militao, il aurait joué 15-20 minutes contre l'Athletic Bilbao. J'aurais dit Militao tous les jours. Ouais. Il a joué quoi, 5 minutes? Même pas. Même pas. Je sais même pas s'il a une intervention à faire. Non, il a fait que des passes. Ça veut dire que tu peux... Enfin, après, je suis pas à la place de Carlo, on voit pas l'entraînement comment est Militao. Ça se trouve, il est très très bien et ça se trouve, c'est lui qui démarra. Maintenant, le problème, c'est que nous, d'extérieur, de ce qu'on voit sur le terrain, pour l'instant, quand tu vois les 3 minutes qu'il a pu jouer contre l'Athletic Club, c'est trop tôt pour le mettre dans un match aussi important, avec une intensité aussi folle que contre Manchester City. Ouais, clairement. De ce que je vois d'extérieur, ce n'est pas possible. Maintenant, ça se trouve là, comme on l'a dit en introduction, il y a 10 jours, entre guillemets, de travail pour le Real Madrid. Ça se trouve, dans ces 10 jours-là, il va encore monter en puissance. Ça se trouve, Carlo, il va tout simplement se dire que, en fait, derrière Rudiger, ma meilleure option, c'est pas Tchouaméni, c'est pas Nacho, c'est Militao. Et c'est Militao qui va débuter. Maintenant, pour moi, si tu me demandes maintenant, on est quoi? On est le mardi 2 avril. Ma défense à moi que je poserai contre Manchester City, c'est Rudiger et Tchouaméni. Ouais. Au milieu de terrain, je te suis. Camavinga en 6 parce que c'est tout simplement le joueur parfait pour ce poste-là. Selon moi, il a un abattage sur le terrain qui est tellement important qu'il est trop important déjà. Et que n'importe où tu le mettras, il fera le travail, j'ai l'impression. Pour l'accompagner, Kroos et Valverde, ça se complète très bien. On a un joueur qui est capable de gérer le jeu, l'autre qui mettra l'intensité. C'est ce qu'il faut contre Manchester City. On sait que les équipes de PL ont un abattage physique qui est très impressionnant. C'est là où Valverde justement sera efficace, il pourra contrer ça et rentrer entre guillemets dans Manchester City quand il faudra le faire. En 10, Arda Güler. Bien sûr, à la place de bien évidemment Jude Bellingham, je vais pas innover maintenant. Je sais pas, là, les gens vont péter les plombs. Non, bien sûr, Jude Bellingham, évidemment, c'est le joueur clé depuis le début de saison. En l'absence de Vini, comme tu l'as dit, qui a été absent pas mal de fois, c'est Bellingham, entre guillemets, le leader sur le terrain de cette équipe-là. Et devant, Vinicius et Rodrigo. Ah ouais? J'ai failli dire Brahim Diaz, mais je pense que Rodrigo a un petit peu ce côté finition, même s'il l'a pas toujours montré cette saison. Ouais. Je pense que dans un match aussi important, Rodrigo sera finir les actions. Okay. Chose que Brahim Diaz pourrait un petit peu à quelques moments manquer. En plus, t'en as parlé... Pour moi, Rossellou, même si évidemment qu'il est sous-côté, évidemment que c'est un joueur qui est pour le moins très bon, je trouve, dans son rôle de backup. Vraiment. Dans son rôle de backup, il est vraiment bon. Selon moi, c'est trop léger aujourd'hui pour démarrer un quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Dans le sens où, oui, au duel aérien, il fera beaucoup de travail. Oui, il pèse sur une défense, c'est une certitude. Maintenant, techniquement, dans la capacité de garder des ballons, je pense que c'est un petit peu trop léger. Et puis même... Dans la finition, je suis pas sûr que Rosselló marquera toutes ses actions, honnêtement. Ouais, non, mais ça peut s'entendre, hein. Je pense que Rosselló, même s'il pèse sur une défense, il marquera pas totalement. Enfin, pas tout le temps. Tu l'as dit, Rosselló, il va peser à chaque fois, ils vont se dire qu'il est là, il est là. Mais s'il est là, il est là, mais qu'il marque jamais, finalement, ça sert à rien. Je suis d'accord. Moi, je ferai plus cette compo-là pour le début de la rencontre. Ensuite, tu as des alternatives. On sait que sur le banc, tu as des joueurs qui sont très très bons et qui ont une très bonne qualité de centre. Fran Garcia, Lucas Vazquez. Justement, si tu as du mal à décontenancer la rencontre, tu fais rentrer Rosselló, tu fais rentrer ces deux mecs-là qui ont une capacité à centrer qui est plus ou moins très intéressante. On sait que Fran et Lucas Vazquez aujourd'hui, c'est presque leurs deux plus grandes qualités. C'est les deux qualités pour lesquelles ils sont au Real Madrid. C'est parce qu'ils ont une capacité à centrer qui est vraiment excellente. Faut le dire, surtout Fran Garcia. Quand tu regardes ce qu'il a pu faire au Real depuis le début de saison, du peu qu'il a joué, il a quand même 3-4 passes décisives, il me semble. Et c'est 3-4 centres où il les dépose vraiment là où il faut. Donc je pense que Rosselló, s'il rentre à ce moment-là, il pourra apporter beaucoup. Bien sûr, Brahim Diaz, il faudra le faire rentrer. On sait que c'est le feu follet du Real Madrid, c'est l'homme en forme. L'homme en forme. C'est un des joueurs en forme, c'est un des joueurs qui est capable, bien sûr, de faire la différence sur des petits espaces, sur un dribble.
sur une frappe. C'est un joueur qui, on l'a vu contre Leipzig, c'est au match aller, il me semble, où il marque ce but fantastique. Qui? Brahim, c'est au match aller. Oui, quand il te fait du Messi en fait. C'est ça, on voit qu'il est capable sur un appui ou deux de tout simplement casser une défense. C'est ce genre de joueur-là, c'est ce genre de match-là où justement, s'il rentre et qu'il apporte la même chose, on aura un Real très très complet. Et puis même sur le banc, quand t'as des Luka Modric, il rentrera pas parce que Carlo Ancelotti a prévu que non. Mais bon, Arda Güler, on sait jamais. Genre, laissez-moi rêver s'il vous plaît. J'ai acheté le maillot hier, quand même, j'ai envie d'en profiter. Militao, quand même, je pense, pourrait être enclin à rentrer si tout se passe bien. Non, vraiment, on a un effectif qui, je pense, est suffisant pour pouvoir aborder le match de manière sereine. Maintenant, c'est peut-être là aussi la force de ce Real-là, c'est que même si on a utilisé majoritairement un seul système, je pense qu'on pourrait vite se rabattre sur d'autres systèmes avec un 4-3-3 par exemple, où tu repasses Brahim ou Rodrigo à droite en fonction de la physionomie de la rencontre, tu passes Rosselló en pointe et tu joues plus dans un rôle de centrer, de toucher le 9, et justement d'attirer la défense vers lui. Et justement, même s'il ne marque pas à ce moment-là, bien sûr que tu as des joueurs qui sont très, très véloces, très techniques, que ce soit Vinicius, Rodrigo, Brahim, ou même un Modric s'il venait à rentrer ou d'autres, c'est des joueurs qui avec le ballon, ils sont sereins, tu sais que le ballon il est entre de bonnes mains comme dirait Omar, et que forcément les bons choix seront faits. Même Jude Bellingham, j'en ai pas parlé, mais bien sûr que si tu laisses un millimètre à Jude Bellingham, la différence elle sera faite. Donc je pense que le Real quand même doit rester dans ce qu'il sait faire, avoir une compo qui est plus ou moins utilisée depuis le début de saison. La seule véritable interrogation pour moi c'est même pas en attaque, c'est vraiment est-ce que Militao peut avoir la caisse nécessaire pour jouer ce match-là, même si j'y crois assez peu. Pour moi, c'est vraiment là où le doute peut être permis, dans le sens où Rudiger fait une saison colossale. Selon moi, c'est un des meilleurs défenseurs au monde cette saison, pour ne pas dire le meilleur, mais en tout cas, il en est pas loin. Mais à côté, on a Nacho qui a beaucoup de mal, faut le dire les choses. Nacho, cette saison, c'est moins bien que la saison dernière, et encore moins bien que la saison d'avant. Et on a Tchouaméni qui est là certes, qui est bon certes, mais ce n'est pas son poste. C'est-à-dire que envoyer un joueur à ce poste-là, qui a même pas 15 matchs dans sa carrière à ce niveau-là, c'est compliqué. C'est compliqué, donc moi c'est la compo que je verrai. Justement, Titi, on va rester dans le domaine tactique. Moi j'ai une petite interrogation sur ce match-là. C'est selon toi, où va se jouer le match? C'est-à-dire que est-ce que c'est plus au Real, plus au milieu de terrain pardon que va se jouer la rencontre? Est-ce que c'est plus sur une aire en particulier? Selon toi, le match va se jouer où? Sur quel duel entre guillemets le match va se créer? Bah en fait j'ai envie de dire cette question-là carrément je vais te répondre, mais ça va être la même chose dans les deux sens. C'est-à-dire pour Real et pour City. Je pense que ça va jouer du côté de Vinicius, malheureusement ou heureusement. Parce que Vinicius, pour moi, c'est le joueur clé. Clairement. C'est le joueur clé, c'est-à-dire que si lui fait la différence, t'as pas de souci à te faire. Ouais, voilà, c'est un peu... Il va pas la chercher. J'allais dire la même chose. J'allais dire la même chose. Vraiment, il va pas la chercher, tu vois. Je vous serre la main, monsieur. Je vous serre la main. Voilà. Il va pas la chercher, J'allais dire la même chose. Et en gros, je pense que pareil pour City, je pense que ça va être du côté de Haaland pour eux, tu vois. Parce que c'est... Allez, Haaland, Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne, c'est lui aussi l'année dernière qui nous met le premier but, tu vois. Et nous, l'année dernière, qui était en touche. Ouais. Et nous, l'année dernière, c'est Vini qui met le premier but aussi, tu vois. Donc je me dis, ça va jouer là, tu vois ou pas. Je pense que ça va jouer ici parce que, en fait, ça va jouer sur ces petits détails-là. Parce que si Vinicius est dans son bon jour et que tu peux pas l'arrêter, aïe. Et tu vois, contrairement à Vinicius, sans dénigrer Kevin De Bruyne et tout, Vinicius il fait vraiment plus de dégâts que lui. Vinicius, c'est bordélique. c'est vraiment, en fait, Vinicius pour moi, faut le voir comme un virus qui se propage. Ouf. Tu ne peux rien faire. Quand il est là, c'est fini. Ouais, c'est mort. Tu ne peux plus rien faire. Moi, pour répondre à cette interrogation-là, pour moi, pas forcément. Le duel qui va pour moi formater le match, c'est le duel Bellingham-Rodri.
dans le sens où je pense qu'en termes de zone, c'est les deux joueurs qui vont se confronter. C'est vrai, c'est vrai. Et on sait que Rodri, depuis un peu plus d'une saison et demie, c'est la plaque tournante derrière de Manchester City. C'est lui qui fait le lien entre la défense et le milieu de terrain. D'ailleurs, t'as vu la stat qu'ils ont donnée par rapport à lui? Laquelle? En gros, depuis qu'il est à City, ils ont jamais perdu, je crois. Ils ont jamais perdu. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Depuis qu'il joue, tu vois. En 6, ouais. C'est une dinguerie, hein. C'est sûr. Puis, donc, on a Rodri qui fait le lien entre la défense et le milieu de terrain, mais on a De Bruyne qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Sauf que, selon moi, le joueur qui est vraiment important dans cette histoire-là, c'est vraiment Rodri. On le sait, à son manière, en plus de ça, il marque 2 buts importantissimes. Un contre le Bayern Munich qui est totalement somptueux et un contre le Bayern, contre l'Inter Milan en finale de Champions League qui offre véritablement le titre à City. Donc c'est vraiment le joueur clé, le joueur de l'ombre par excellence, un petit peu comme Casemiro dans un registre un petit peu différent, mais un petit peu un joueur de l'ombre vraiment important pour son équipe, et il se retrouve dans la même zone que qui? Que ce bon vieux Jude Bellingham. Donc je pense vraiment que ce duel-là va être extrêmement important dans la vision de ce match-là, parce qu'on connaît l'importance de Jude au Real Madrid, quasiment 30 GA cette saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 20 buts, 10 passes décisives. Je sais même pas quoi vous dire, tellement il est impressionnant, tellement son intégration s'est faite à une vitesse grand V. Maintenant, ces deux joueurs-là vont forcément être enclins à avoir des duels. J'ai hâte de voir comment va répondre Jude. On sait que cette saison, Jude n'a pas eu de 1v1 contre un joueur en particulier de haut niveau. Il a eu beaucoup de contrats en Liga parce que justement les équipes de Liga, comme Vinicius n'était pas là, avaient pour habitude de faire un marquage à deux pas sur Vini qui était absent, mais sur Bellingham. Là, comme véritablement ça va être du 1 contre 1. Je pense pas qu'ils vont mettre 2 mecs sur Bellingham, donc ça va être Rodri, Bellingham, et à ce moment-là, ce sera selon moi l'équipe qui aura le mieux géré ce duel-là qui va l'emporter. Évidemment, on pourrait parler de Vinny Walker, mais bon, pour ceux qui suivent nos spaces sur Twitter, vous savez que Vinny, j'en parle tellement, et qu'à chaque fois dans mes duels, je mets Vinicius, donc j'ai un petit peu envie d'innover. Mais bien sûr que, je vais dire ce que je redis en space, mais pour moi, Vinicius dans un bon jour, tu ne peux pas l'arrêter. Sur 90 minutes, il passe au moins une fois, t'as beau mettre Walker, Arnaud, enfin qui tu veux, c'est fini. Ouais. Vinicius, c'est KO. S'il a dit qu'il voulait passer, il va passer. Il va passer, et pas qu'une fois. Ouais, pas qu'une fois. C'est un forceur en plus, hein, lui. Hein. Bon, Yann Couto, c'est pas une référence, mais demandez-lui comment s'est passé le dernier Giro de Real Madrid. Bah écoute, en larmes. Je pense qu'il a pas que de très bons souvenirs. Demandez à Ronald Araujo, même si certains disent qu'il pocket Vini à chaque fois. Bah là, on a bien vu hein, les 2-3 derniers classicos, c'est mal passé pour lui. Ouais. Demandez à ce même Walker au Brésil-Angleterre, ça s'est mal passé pour lui. C'est vrai que la dernière fois qu'un défenseur a totalement arrêté Vinicius, bah, c'était il y a longtemps, les gars. Ouais. Je vous laisse chercher, mais on pourrait presque dire le dernier City Real avec Kyle Walker. Et encore, pour moi, il n'a pas pocket à 100%. Ouais. Pour moi, c'est pas du 100%. Mais bien sûr qu'il faut être aussi réaliste, c'est que s'il y a bien un joueur dans la planète de football actuellement qui peut stopper Vini, c'est bien Kyle Walker. On sait que par sa vitesse, par son physique, par son expérience, parce que maintenant Kyle Walker est un joueur d'expérience, faut le dire aussi. C'est un joueur qui est vraiment capable d'embêter Vinicius et qui a totalement les armes pour contrer le Brésilien. Ouais, après, c'est vrai que là, regarde, même quand tu peux regarder les derniers matchs Angleterre-Brésil, mais Vinicius, il lui a mis une tempête. Et Kyle Walker, malheureusement, c'est un fait, c'est factuel, il faut que les gens l'acceptent. C'est que malgré tout, l'âge le rattrape. C'est sûr. Donc forcément, tu vas moins vite. Par contre, l'autre, petit, il va plus vite et il est encore plus intelligent. Au pied, c'est ce qu'on disait en début de vidéo. Bah oui. Sa palette ne cesse de s'agrandir. C'est vraiment un joueur qui devient de plus en plus indéfendable. Alors imagine s'il n'est pas là. Alors imagine s'il n'est pas là, je vous laisse imaginer. Hein. Mais moi je suis citizen, j'ai pas envie d'imaginer. Hein, ouais, non, clairement. Donc bon, on verra de toute façon. On verra bien, c'est dans une semaine. Il reste encore un petit peu de temps. On va finir sur la dernière, entre guillemets, petite rubrique de cette vidéo-là. La première. Selon toi, Titi, qui est le joueur à suivre côté Real Madrid pour cette rencontre? Bon, on va essayer de prendre un petit peu de risque. On enlève Bellingham, on enlève Vinicius. Allez. Comme ça, on innove un petit peu parce que sinon, c'est pas drôle. On va essayer un petit peu varier nos discours. Le joueur à suivre. Je peux donner un joueur offensif et un joueur défensif? Fais-toi plaisir. Bah, tu vas me dire Rossello, du coup, j'imagine. Non, Brahim Diaz.
En super sub. Ouais, Brahim Ok. Diaz, parce que pour moi, je continue à faire la propagande sur ce mec-là. Donc, faites la propagande avec moi, mettez en commentaire en bas, là. D'accord? Brahim Diaz, on est avec toi. Emoji feu. Ouais. Et ouais, pour moi, Brahim Diaz, parce que je crois les gens, ils n'arrivent pas à se rendre compte de ce mec-là, ce qu'il est capable de faire. Et en plus, c'est son ancien club aussi, City. C'est vrai. Donc, je pense qu'il aura à cœur de prendre sa revanche. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais Brahim Diaz a été formé à Manchester City. Ouais, Donc il y a un petit peu un retour aux sources qui va avoir lieu. ouais, ça va Ça être va être bien intéressant de piquant. voir comme ça. Ça va être bien piquant. Et je pense que quand même, défensivement, faut se dire les termes. C'est Rudiger. Ouais. Si Rudiger, il a décidé de pas se brosser les dents pendant une semaine et venir avec son haleine de chacal, comme De il se dit. mettre comme ça sur Ouais, Haaland là. Ouais. Et il a haleine de chacal, comme il dit mon ami Sirius. Mon gars, c'est KO pour lui. Ah, ça C'est va être KO. Ça va être dur, il va courir n'importe comment encore. Alors, Ah non, ça va être n'importe quoi, il va pas le lâcher. C'est Donc, méchant, bon. c'est méchant. Et selon toi, pour toi alors? Moi j'ai envie de mentionner Dani Carvajal. Ouais. On sait que c'est un des hommes forts aussi côté Real cette saison. On sait qu'il a fait un début de saison mais tonitruant. T'en parlais tout à l'heure, c'est un des meilleurs latéraux droits au monde cette saison, Ouais. si ce n'est le meilleur. Moi Carvajal je le trouve vraiment, quand il est à son top, trop fort. Trop fort. Dans les deux surfaces, il est capable d'apporter par ses combinaisons ou par ses interventions. Honnêtement, j'ai aucun doute sur son apport offensif. Je sais qu'il fera le taf et je sais qu'il, excusez-moi le terme, il va faire chier le côté gauche de Manchester Il a quel City. âge maintenant, Carvajal? Je me rappelle plus. Il a 32 ans, il me semble. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Hein. Il a 32 ans. Ouais. Maintenant, défensivement, je suis un peu moins serein. Je sais que sur un match, s'il y a un joueur qui est vif en face, type Doku, ça pourrait embêter Dani Carvajal. Mais je pense quand même qu'on peut avoir confiance au joueur qui sera capitaine, du coup, si je me trompe pas, c'est pour le coup d'envoi, si Nacho n'est Ouais, pas là. normalement, c'est lui. C'est lui qui débutera capitaine. Moi, je fais totalement confiance en Dani Carvajal. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé, mais Fede Valverde aussi. Je pense que, enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais on sait que les équipes de première ligue ont un apport physique qui est vraiment très important, où l'abattage physique est l'une des clés en première ligue dans le football anglais. Qui d'autre au Real Madrid que pour contrer la tactique physique entre guillemets que pourra employer Manchester City que Fede Valverde? Je pense qu'il est capable, on le sait, de faire des courses, d'enchaîner les courses, de jamais s'arrêter, de courir, Ouais. et de casser des lignes balle au pied comme il sait très bien le faire. Donc moi, c'est ces deux joueurs-là que j'ai envie de mentionner si on exclut Ouais, Vini mais- et Bellingham. Ouais, ça s'entend, hein. Et puis je trouve ça logique. J'attends vraiment de beaucoup de choses de Valverde. Et j'espère surtout aussi qu'il va tenter de loin parce que ce mec-là, il a une qualité de frappe vraiment. Cette saison, par exemple, on l'a pas assez vu contrairement à l'année dernière. Omar, si tu nous regardes, t'as raison, faut qu'il tire au moins 3 fois par mi-temps. Ah oui. Minimum. Bah oui, Minimum. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, et je me faisais la réflexion début janvier, mi-janvier. C'est vrai que le nombre de bombassos qu'il nous a mis la saison dernière par rapport à cette C'est saison, abusé, ouais. c'est vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi il tente beaucoup moins cette saison. Je sais pas si c'est le système de jeu qui l'empêche un petit peu. Parce que c'est vrai que faut se dire aussi que Valverde est parti en tant qu'ailier droit la saison dernière, qu'il a forcément reculé sur le terrain, et aussi que Bellingham est arrivé, et du coup que, entre guillemets, la gestion offensive du Real n'est pas C'est pas la même. beau, enfin pas que par Bellingham, mais pas loin. Et du coup, forcément, je pense qu'il a moins d'opportunités, mais c'est vrai que même il y a des fois où il pourrait frapper, Et il et le fait pas. où il fait un peu plus vivre le jeu. Alors des fois, ça a ses côtés positifs, mais quand on connaît la capacité à frapper et à faire mal au lucarne adverse qu'il a, on se dit, mais fais-toi plaisir, allume, envoie-nous une grosse frappe, et Ouais. puis... bon, on finit sur le prono. Titi, c'est le moment de te mouiller. Prono. Pour le match aller, pour le match aller. Pour le match aller. On fera une review du match aller et du match 2-0 Real Madrid. 2-0 Real Madrid, c'est optimiste. Ouais, clairement. T'as des buteurs à nous donner? Vinicius, Brahim Diaz. Ok. Écoute, moi de mon côté, je vois un match assez ouvert. J'ai souvenir du match, enfin de la confrontation d'il y a 2 ans où c'était vraiment très ouvert. Même la saison dernière, au match aller, où il y avait pas mal d'espace des deux côtés, on aurait pu avoir beaucoup plus de buts que ce que le 1 partout nous avait laissé observer. Moi, je vois un 3-2 pour le Real Madrid, voire un 3-1. Je pense que le Real marquera 3 buts contre Manchester City, j'espère ne pas me tromper. Sauf s'ils en mettent plus, je dis pas non. Mais je vois un doublé de Vinicius qui sera encore omniprésent.
Et pour le troisième buteur, j'aurais bien dit Brahim Diaz, mais tu me l'as chippé. Du coup, je vais essayer d'innover un petit peu aussi. Bah écoute, j'ai parlé de Fede Valverde, bah écoute, autant le mettre. Ok. Autant le mettre. Ou alors là, si je vais dans le scénario vraiment lointain, Milito il rentre à la 86e et sur un corner il nous marque le. Non, non. Fede Valverde, le doublé de Vinicius. Voilà ce que je vois. Il y a un 3-1 ou un 3-2 pour le Real Madrid. En tout cas, un grand merci Titi d'avoir tourné cette vidéo, c'était un plaisir. J'espère que vous aussi vous avez kiffé derrière votre écran. C'était la première donc, pour Los Madridistas. Il y en aura d'autres qui vont arriver très prochainement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous invite également justement à donner un maximum de force. C'est le début de la chaîne YouTube. Ça nous fait vraiment plaisir justement de voir que la vidéo vous a plu et de voir que justement vous aussi vous êtes hype pour ce match là. Je vous invite à donner votre pronostic justement en commentaire et puis on se retrouve justement après le match à l'aller pour faire une petite review. Je pense que ça sera sympa. Qu'est-ce que t'en dis toi? Ouais, vas-y. Et bah écoute, on se retrouve pour l'après-match. N'oubliez pas, dans la description, Brahim Diaz en feu. Okay. Et votre prono. Le petit like et vos pronos. Voilà. Bon allez, bonne soirée à tous l'équipe, à la Madrid. Ciao.